Alors, je vous propose que nous commencions nos travaux de l'après-midi avec quelques minutes de retard et sous un ciel nébuleux. Nous allons atterrir bientôt grâce à nos collègues qu'on a sollicités, Patrick Boucheron et moi, comme nous l'avons expliqué ce matin, pour nous parler, ou plutôt pour répondre à la question qu'on leur a posée sur l'économie de la peste. C'est-à-dire que ce matin, nous avons à la fois essayé dans l'introduction de dépeindre un problème méthodologique assez large et d'essayer de le déplier à travers un certain nombre de concepts qu'on a travaillé depuis maintenant 3 journées d'études. Et puis, nous avons aussi tenté de dissocier une question qui était la question de la temporalité dans la longue durée, qu'on a largement travaillé ce matin avec derrière nous le regard des pestes et des épidémies antiques, et jusque dans la proximité immédiate, le regard des catastrophes du XXe siècle telles qu'elles pouvaient revoir l'économie générale de la peste, avec évidemment au milieu l'époque proprement pesteuse du Moyen-Âge et de la période moderne. Mais dans l'après-midi, le jeu change un peu de configuration et nous avons sollicité des collègues dont nous savions, pour une raison ou pour une autre, qu'ils travaillaient à une époque et sur des documentations qui avaient à voir avec la peste, même si la peste n'était pas leur premier objet de recherche. Et nous avons donc construit 2 tables rondes en demandant si des collègues accepteraient de se prêter au jeu d'une relecture de leur documentation et de leurs problématiques à travers ce qui nous intéressait, nous, c'est-à-dire cette insaisissabilité de la peste. Et donc on a eu de la chance qu'un certain nombre de collègues, que je remercie tout de suite, acceptent de se prêter au jeu. Et dans un premier temps, nous avons choisi de privilégier une question d'économie de la peste, même s'il sera encore question d'économie dans la deuxième partie de cet après-midi. Économie de la peste, autour de laquelle nous avons interrogé Magali Watteau, Ingrid Houssaye-Mackenzie et Mathieu Sherman, qui ont tous accepté très gentiment de participer à cette rencontre. Alors, je donne tout de suite la parole, tout d'abord, à Magali Watteau, qui est maîtresse de conférence à l'université de Rennes 2, archéologue, et qui, du coup, va revisiter la question des traces archéologiques de la peste et du rapport entre enquête sur la peste et enquête archéologique autour des questions démographiques et paysagères. Et Magali, je te laisse tout de suite la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Étienne. Tout le monde m'entend bien, j'imagine. Donc déjà, je voudrais remercier Patrick et Étienne de m'avoir invité, même si ça m'a posé dans un premier temps une sorte de cas de conscience, pour rien vous cacher, mais c'est justement finalement l'enjeu de ma présentation, pourquoi c'est pas si simple que ça et que je me sentais plutôt embarrassée, et voir comment c'est pour ça que j'en passe par un diaporama assez construit, parce que j'ai eu moi-même besoin d'en passer par cette mise en forme-là pour y voir plus clair. Donc, j'aborderai ici la question ardue de la crise démographique, donc, qui est due directement à la peste noire, par le biais de ses effets éventuels sur le peuplement et les paysages, donc en proposant un point historiographique qui sera forcément imparfait, parce que je précise que je ne travaille pas spécifiquement sur le bas Moyen-Âge, sur la fin du Moyen-Âge, et c'est en ça d'ailleurs que c'est un peu compliqué, parce qu'en fait, quand on travaille sur peuplement et paysage aujourd'hui, on travaille dans une très longue durée. Donc, en l'occurrence, pour moi, environ 3000 ans. Donc, cette question de la durée me parle, et c'est pour ça que, également, j'ai trouvé l'exercice intéressant. Mais au-delà de mon cas personnel, il faut bien dire que la problématique de la peste noire, aujourd'hui, elle est largement mise de côté par les archéologues. J'entends les archéologues qui ne fouillent pas des sites funéraires, hein, donc ça, c'est assez à part, hein, pour tous les autres. Et donc, je me suis prêté un peu au même exercice qu'Étienne dans les synthèses plutôt récentes, donc sur l'archéologie médiévale en France, dont voici l'une de Joël Burnouf parue en 2008. Et on n'y trouve que 4 phrases sur 150 pages qui évoquent la peste noire, et encore au sujet justement de l'archéologie funéraire. Bon, évidemment, ce n'était pas le sujet du livre, hein, de traiter cette problématique, c'est beaucoup plus large, mais néanmoins, je trouve ça symptomatique. De même, rien dans Archéologie environnementale de la France, dans la même collection parue en 2010, ou Archéologie du territoire en France en 2013. En fait, le problème, c'est que la peste noire ne serait pas visible, c'est-à-dire pas observable ou interprétable de manière plausible à partir
de la documentation sédimentaire, ce qui explique son retrait finalement dans les publications. Alors il faut noter, et je reviendrai là-dessus, que ça n'a pas toujours été le cas, la thématique de ce qu'on appelle les villages désertés, qui serait finalement le symptôme de ces crises de la fin du Moyen-Âge, ont beaucoup attiré l'attention des archéologues, mais à partir des années 90, en fait, l'archéologie préventive s'est beaucoup développée et a mis en avant une autre périodisation, celle du premier Moyen-Âge, en sortant de terre un nombre conséquent d'habitats ruraux du premier Moyen-Âge, et a imposé d'autres problématiques, la question de la jeunesse du village, qui finalement ont détourné l'attention donc, de ces villages désertés de la fin du Moyen-Âge en lien avec la problématique de leur abandon pour des raisons démographiques ou donc qu'elles soient liées à la peste ou à autre chose, vers cette problématique plutôt de l'habitat du premier Moyen-Âge. Et aujourd'hui, pour vous donner un chiffre, alors ça c'est 2 jalons bibliographiques sur ce premier Moyen-Âge, pour vous donner un chiffre, en Normandie, on a un site du bas Moyen-Âge fouillé pour 3 sites du premier Moyen-Âge fouillés. Donc on a une inversion totale en fait de la quantité des découvertes et ce faisant du coup de l'intérêt des archéologues pour une période plutôt qu'une autre, au sein de la période médiévale. Alors, ceci étant dit, je vais tout de suite nuancer. Comme je l'ai dit, ça ne concerne pas l'archéologie funéraire, qui s'intéresse de près et pour cause à ces questions de mortalité liées à la peste noire, même si ce n'est pas si simple que ça en a toujours l'air. Et de deux, il existe aussi des évolutions récentes dont je vous parlerai à la fin de mon petit exposé. Mais force est de constater donc, que dans les récentes synthèses françaises, j'insiste sur français, ça, à mon avis, ce serait quelque chose à vérifier, mais il me semble que c'est assez français en fait, la peste noire donc, n'est pas traitée, ou en tout cas elle est traitée comme un événement qui va entraîner une surmentalité ponctuelle, mais qui n'imprime pas sa marque dans le cours de l'histoire matérielle et qui se retrouve en fait systématiquement englobée dans ce qu'on appelle, et donc je reviendrai aussi là-dessus, sur les crises qui affectent la fin du Moyen-Âge. Et en fait, les archéologues, ils observent des tendances de plus longue durée qui concernent surtout donc, le second Moyen-Âge, puisqu'aujourd'hui on travaille entre premier ou second Moyen-Âge, donc des tendances de longue durée qui s'étirent jusqu'au XVIe siècle et finalement ne remet pas en cause la peste noire ou même ses récurrences. Et quand il y a des évolutions, elles sont plutôt rapportées à des facteurs environnementaux et plutôt climatiques. Et ça, c'est quelque chose qui m'a frappée quand je me suis replongée pour cet exposé dans la bibliographie. Et je me demande s'il ne faudrait pas l'expliquer outre par le développement de l'archéologie environnementale depuis les années 90, qui du coup focalise sur ce facteur environnemental, aussi comme le revers de la médaille, si je puis le dire comme cela, du concept de longue durée, qui a été défendu avec ardeur et pertinent, je tiens à le dire, depuis le milieu des années 90, très fort ce concept en archéologie. Il y a en particulier un numéro d'études rurales en 2000 qui avait été porté par donc Jean Guilaine, professeur au Collège de France aussi, sur la très longue durée. Et donc finalement, cette large focale temporelle, elle était tout à fait pertinente parce qu'elle permettait de mieux comprendre la transformation des paysages, alors peuplement inclus, et donc, elle avait tout à fait son intérêt parce qu'elle permet en fait de dégager aussi la question de l'évolution des paysages de problématiques purement historiques en intégrant des dynamiques qui ne sont pas justement strictement historiques au sens académique. Mais on voit bien que cette longue durée, eh bien, finalement, elle fait passer au second plan la question là, qui nous occupe aujourd'hui d'événements historiques plus localisés. En tout cas, pour l'étude, évidemment, à chaque fois, paysage et peuplement, c'est mon champ là, sur lequel je suis en train de discuter. Alors même que d'ailleurs, longue durée, il ne faut pas le prendre comme dans la pyramide brodélienne, comme une longue durée immobile. On sait bien que cette longue durée, elle est scandée de bifurcations qui peuvent être le fait d'événements historiques tels que la peste noire, justement. Donc le problème, c'est la lisibilité ou non, et si oui, comment, de cette épidémie dans les évolutions complexes qui affectent les systèmes de peuplement et les paysages. Alors, dans le cadre donc, de ce, très longue durée, de cette courte présentation, je vais présenter les anciens objets de recherche, mais qui ont été récemment revisités en Angleterre ou en France, à des recherches beaucoup plus récentes sur ces questions-là. Et donc, mon objectif était simplement de rassembler cette matière de manière rapide pour penser les acquis et éventuellement penser les perspectives de travail pour demain sur ce terrain-là, pour voir en fait comment réunir longue durée et temporalité plus courte.
Alors, je commence par le dossier le plus ancien historiographiquement, qui est celui des villages désertés. Donc, une recherche ancienne qui commence dès le 19e siècle en Allemagne, où le mouvement, ce qu'on appelle des Wüstungen, a été très marqué, et surtout connu. Alors, il se développe aussi au Danemark, ailleurs, mais bien porté par les Anglais depuis 1948, avec le fameux groupe très connu pour les médiévistes, Deserted Medieval Village Research Group, qui existe encore, et la fouille emblématique de Warham Percy, que vous voyez ici. En France, il faut attendre les années 50, enfin même 60, et là aussi quelques fouilles emblématiques ont été portées en plus par les pionniers de l'archéologie médiévale en France. Donc il y a un lien très fort avec ceux qui ont développé la discipline. Donc Dracy avec Jean-Marie Peset, ou encore Rougier avec Gabriel Desmures d'Archambault, pour donner deux exemples les plus connus. Et on voit bien que cette recherche archéologique, en fait, elle s'inscrit dans les cadres posés par les historiens, puisqu'il s'agissait de découvrir les villages ou les hameaux qui avaient été abandonnés ou alors aussi rétrécis. C'est-à-dire on est passé d'un village à peu de choses. Donc on parle de shrunken villages, donc réduits, rétrécis, à cause en fait d'une série de problèmes, de crises à la fin du Moyen Âge. Donc on voit que dès le départ, c'est une recherche qui dépasse largement la question de la peste noire et qui s'emboîte avec justement l'ensemble des crises de la fin du Moyen-Âge. Alors je reviendrai sur le mot crise, certains le contestent. Et donc on voit que c'est une archéologie qui d'emblée se situe dans le sillage de l'histoire économique. Alors ça a donné lieu à des avancées récentes. Je vous montre cette publication pour vous montrer que ce thème de recherche continue d'alimenter en particulier les recherches des Anglais. J'en dirai un mot. Mais je ne vais pas revenir en tout cas sur ce contexte très particulier de la fin du Moyen-Âge avec les débats entre les tenants de la ligne malthusienne avec Postane, Duby, les tenants de la ligne Guibois, et puis aussi toutes ces recherches enrichies dans les années 90-2000 par les travaux sur la commercialisation agricole, sur l'artisanat rural, sur les effets du petit âge glaciaire, le PAG qu'a mentionné Étienne, et qui sont d'ailleurs plutôt étudiés par les archéologues très concrètement. Donc tout ça forme un ensemble assez complexe dans lequel il faut resituer en fait ces villages désertés. Alors en France, l'idée la plus commune et la plus publiée qu'on trouve souvent, c'est que ces sites ont été abandonnés parce qu'ils étaient implantés en fait sur des mauvaises terres qui avaient été conquises sous la pression démographique du monde plein du XIIIe siècle. Et d'ailleurs, en ce sens, on voit bien que la désertion, c'est un fait qui est le pendant du paradigme des grands défrichements au XIIe siècle. Ça fonctionne en fait en miroir. Donc en fait, comme la terre se libère sur les espaces où les terres sont les plus fertiles, eh bien les paysans se déplacent, peuvent en tout cas récupérer ces terres les plus fertiles, devenues donc vacantes. Cette mortalité s'expliquant soit par la peste noire, soit par les autres calamités, comme on disait, du temps, en particulier famine et guerre, alors avec une variabilité régionale en fonction des terrains de la guerre. En Angleterre, il faut voir aussi que, ça c'est important, les habitats désertés ou drastiquement réduits sont le fait en fait de cette chute démographique, mais tout autant dû à la reconversion économique des terroirs céréaliers en pâturage, donc dédiés principalement à l'élevage des moutons, qui s'est traduit dans le paysage par l'enclosure de ces paysages et le recouvrement des anciens champs par les prairies et les pâtures, ce qui fait le bonheur d'ailleurs des archéologues, puisque ça fossilise parfaitement les villages anciens, les billons, d'où l'image que je vous ai montrée sur donc, la première diapo ici. Et la part d'ailleurs des deux phénomènes n'est pas simple à dégager parce que la reconversion donc, des labours en prairies là, était déjà engagée parfois avant même l'arrivée de la peste dans certaines régions, parce que ça permettait d'améliorer les revenus des rentiers du sol. Donc on voit bien que la peste, là, elle opère comme un révélateur et un accélérateur de mutations de plus longue durée qui sont déjà amorcées dans certaines régions depuis la fin du XIIIe siècle. Alors, je ne souhaite pas développer plus que ça sur les villages désertés, mais je vais pointer juste quelques évolutions dans ce domaine de recherche. Déjà, on a pris conscience que la désertion n'est pas un fait spécifique des XIVe, XVe siècles. On la connaît pour le premier Moyen-Âge, autour en particulier des Xe, XIe siècles, ou pour la période moderne. On sait maintenant que la désertion est très souvent un phénomène progressif. Il n'y a pas quelque chose de brutal qui serait une réponse immédiate elle-même en un temps court à l'événement brutal que serait la peste noire. La désertion, on a pensé un temps qu'elle touchait prioritairement les hameaux, mais en fait, elle touche autant les hameaux que les villages.
Elle ne touche pas non plus que les terroirs les plus défavorisés, les plus marginaux. On a tout un tas de sites qui sont dans des plaines céréalières tout à fait fertiles et pourtant abandonnées. Et en fait, la désertion, elle est profondément polymorphe. Elle peut, vous voyez déjà, William Abel en 65 pointait l'abandon partiel et la rétractation de l'habitat, ou l'abandon total et la pérennité du terroir, ou l'abandon total et définitif de l'habitat et du terroir en même temps, ce qui est le cas en fait le plus rare. Le plus souvent, on continue quand même d'occuper à minima les terroirs. Donc, quelque chose d'assez complexe dans les manifestations même de la désertion. Et enfin, cette désertion témoigne de glissement de l'habitat, en fait, à l'échelle du terroir, c'est-à-dire si on dézoome et qu'on regarde l'ensemble d'un espace, on voit des glissements de l'habitat à travers le temps, depuis la proto-histoire le plus souvent. Et donc, ces glissements nous montrent une recomposition du peuplement qu'on ne peut saisir qu'en changeant d'échelle, justement, en dézoomant, en sortant de l'habitat précisément. Donc il ne faut plus, aujourd'hui on n'isole plus les habitats du bas Moyen-Âge de la réflexion globale sur la dynamique spatiale du peuplement rural dans la très longue durée. Donc on voit bien qu'à côté de la notion de temporalité, il faut introduire la notion aussi de spatialité du phénomène, parce qu'elle est très forte quand on travaille évidemment sur les terroirs. Un exemple, à Trencourt en Normandie, ça montre bien tout ce que je viens de dire, je trouve. Un hameau installé sur les riches terres de la plaine de Caen, qui s'inscrit dans un finage occupé densément depuis la proto-histoire, qualifié de village de défrichement parce que fondé au XIIe siècle, qui ensuite connaît une croissance continue jusqu'au début du XIVe siècle, avec un maximum de 90 bâtiments identifiés par la fouille, et ensuite une lente décroissance avec désertion finale et déplacement des habitants à Mondeville et Grandeville qui sont à côté et encore occupées. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les quelques fermes de la dernière phase qui ont pu être fouillées manquent de plus grandes dimensions. C'est-à-dire elles sont moins nombreuses, mais elles sont plus grandes. Donc on voit une réorganisation de l'espace agraire dans le contexte d'un agrandissement des exploitations agricoles sur ce site-là. Alors comment interpréter ça ? Marie-Claude Topin et Claire Anus l'interprètent comme le signe d'une concentration de la propriété foncière au profit de propriétaires qui habitent les agglomérations des environs. Donc, vous voyez, réorganisation des terroirs, autre manière de posséder la terre. Mais là, vous voyez, dans ce que je viens de vous dire, à aucun moment on ne mobilise la variable peste noire pour exprimer tout ceci. Donc, aujourd'hui, on sait que la désertion n'est pas, en tout cas, n'est pas analysée comme la conséquence d'un événement, qui serait la peste noire, mais d'une multicausalité qui s'exprime dans une certaine durée. Et multicausalité parce qu'en fait, on se rend compte que les raisons des abandons sont multiples et se combinent, donc macro-historiques, j'en ai évoqué quelques-unes, mais aussi locales. Et donc je prendrai juste un exemple, parce que je l'ai évoqué, celui de Dracy, donc une fouille emblématique. On a, outre les raisons donc, que j'ai évoquées, guerre ou peste, et donc les problèmes démographiques que ça pose, une falaise qui est dangereuse, un terrain en pente, des sols de mauvaise qualité. Donc vous voyez, c'est l'articulation de tout ça qui fait qu'à la fin, finalement, cet établissement finit par être abandonné. On voit aussi dans ces quelques exemples que j'ai rassemblés que la question de la concurrence avec les autres habitats est centrale. À Montfélix, concurrence d'un village dans la vallée. À Venoux, concurrence de petites villes proches. À Montaigu, concurrence de la Bastide de l'Île-sur-Tarn. Au Teil aussi, on se demande bien ce qu'ils ont été faire là-bas. Au final, la Villeneuve, donc de Villeneuve-sur-Verberie, sur de meilleures terres et avec plein de conditions locales plus attractives, eh bien, finalement, l'emporte dans cette espèce de concurrence pour le territoire. Donc, au final, les abandons de bons villages sont rares et s'expliquent par cette multicausalité, ce que résume bien cette phrase de Jean-Marc Popinot. Les abandons définitifs touchent des villages affaiblis par les guerres ou les crises, mais ils ne peuvent être pérennisés que par la conjonction de facteurs liés à la nature du peuplement et de l'occupation du sol et au milieu naturel. Tous les sites favorables sont bientôt réoccupés. C'est-à-dire qu'en France, on a un taux finalement d'abandon qui est relativement raisonnable, si je puis dire. Donc, on voit bien qu'en tout cas, dès le départ, cette question des villages désertés, elle a été pensée avec les terroirs, pas déconnectés de leur espace. Et l'histoire ou la palynologie montre effectivement des exemples éclairants. Et je commence par le dossier des Bastides en Gascogne, étudié par Cédric Lavigne. Et on voit que les fondations marquent le pas, vous voyez, dès les années 1330, donc un peu avant. Ça précède en quelque sorte l'événement, mais il est clair qu'ensuite, ce qui est intéressant quand vous regardez les plans à droite, c'est qu'on voit que certains arpentages de Bastides sont restés longtemps vides jusqu'au développement urbain du XXe siècle, qui vient combler des lots qui n'avaient été finalement pas bâtis, faute d'hommes. Donc il y a ce décalage dans le temps
avec ces bastides vides qui peuvent être le reflet de l'arrêt d'une dynamique de peuplement et de mise en valeur par la colonisation agraire. J'en viens aux données palynologiques. À partir du XIVe siècle, les terroirs connaissent des évolutions, donc réorganisation des productions, diversification des cultures, ce qui peut donc modifier les paysages. Je montre ici l'exemple de la Suède. Donc à partir de 1350, ou juste après, tout est dans le « ou » juste après, il y a eu une réduction de moitié des terres arables identifiées dans les hautes terres grâce à l'enregistrement des données polyniques, qui est interprété donc comme l'abandon de fermes et une baisse de la population. Néanmoins, les auteurs précisent bien qu'on ne peut pas savoir si c'est une question de mortalité, donc un effet direct de la peste noire, ou si c'est une migration en fait, des paysans vers d'autres terres, ce qui est là serait un effet plus indirect. Et on ajoutera aussi que là-dedans, l'évolution climatique a probablement joué un rôle par un effet de refroidissement lié au petit âge glaciaire. Donc, est-ce que ce rôle était plus important ou moins? Ça, c'est moins facile à savoir. On voit aussi, du point de vue de ces données polyniques, une autre conséquence, c'est l'expansion forestière, mais en même temps pas totale, on ne retourne pas totalement à la forêt, parce qu'il y a un certain nombre de pâturages. Et justement, cette question des prairies et pâturages est intéressante, parce qu'on voit qu'elle est proportionnellement plus faible que celle des terres arables, ce qui suggère que l'élevage a gagné en importance à cette période-là. Donc on voit des phénomènes de reboisement, mais aussi des phénomènes de croissance des prairies qui traduisent donc plutôt une activité tournée vers l'élevage qui prend de l'importance. Et en plus, ils observent à l'échelle donc, de la Suède, entre le nord-est des terres hautes, où la reforestation est plus marquée que dans les parties sud et occidentales, où des différences entre ce nord-est et les parties sud et occidentales où on a plus de prairies. Et de toute façon, très vite, il y a une reprise agraire sur les anciens champs à partir du 15e et une reprise des défrichements début 16e. Donc vous voyez, courte pause, typiquement on voit très vite des phénomènes de reprise de l'activité agricole. Mais attention, l'interprétation de ces données polliniques, des pollens fossiles, est assez compliquée et il y a un gros travail critique à conduire parce qu'à une autre échelle, je vous montre cet exemple, dans le nord de la Haute-Bretagne, Aurélie Rimbold, dans sa thèse, n'observe pas du tout de déprise dans les données polliniques, sauf sur 3 sites, qui sont ceux-là, le Teilleul, le Perret, Corbière, où on voit un recul donc, des taxons liés aux activités agro-pastorales, une augmentation des taxons de bois, mais en fait, ce sont les 3 seuls sites sur 12. Et il n'est même pas possible d'associer précisément ces données à la peste, ou d'ailleurs à un autre événement historique. Et donc sa conclusion, après avoir traité donc, cet espace subrégional, c'est que les crises du XIVe siècle ont faiblement marqué le paysage agropastoral en Haute-Bretagne, ce qui ne veut pas dire que cet espace-là n'a pas été concerné par tous ces problèmes, mais qu'elles se répercutent, ces crises, faiblement sur le paysage, ou sont de trop courte durée pour être perceptibles en tout cas. Donc en fait, ce qui ressort des analyses palynologiques, c'est qu'il y a une grande variabilité locale des situations, qui dépend aussi d'ailleurs du problème de méthode, c'est-à-dire combien de prélèvements, quelle est la qualité de ces prélèvements, quelle datation on peut faire, à quel grain de finesse, etc., qui viennent compliquer la situation. Je passe sur quelques autres exemples que je voulais donner parce que le temps file. Et je termine sur les terroirs en montrant aussi ces 2 exemples. C'est intéressant sur la conquête des zones humides. On voit bien qu'à partir du milieu des XIVe siècle, donc milieu XIVe, les assèchements des temps en Languedoc se terminent, ou que les digues et canaux qui drainent le marais poitevin depuis le XIIe siècle se dégradent considérablement. Mais là, il y a aussi l'explication des guerres qui ravagent le Bas-Poitou et la Saintonge, et qui sont peut-être l'explication finalement première. Et il faut attendre le XVIe siècle dans ce marais pour que reprennent donc, les travaux d'assèchement. Donc on voit bien que les, au pluriel, le pluriel est important, crises du bas Moyen-Âge, ce qu'on appelle les crises du bas Moyen-Âge, prises dans leur ensemble, comme un effet cumulatif, en se cumulant l'une de manière concomitante ou successive, eh bien, elles marquent concrètement plutôt un stop assez net aux colonisations agraires du Moyen-Âge central, et elles modifient parfois les pratiques agricoles et donc les paysages. Donc la peste noire, on voit bien qu'elle ne joue pas, je dirais, toute seule sa partie dans cette histoire, elle est profondément imbriquée à tout un autre ensemble de facteurs. Et il faut faire aussi attention à ne pas avoir une lecture misérabiliste, une sorte d'ensauvagement ou de retour à la nature. Cette déprise agricole, non seulement vous voyez qu'il y a une reprise très vite derrière, qu'elle n'est pas non plus systématique, on a du mal à l'apercevoir, mais elle n'empêche pas une relative amélioration des conditions de vie paysannes, au moins dans un premier temps. C'est-à-dire que la culture matérielle ou le bâti observé dans les fouilles montre qu'on a des objets qui ne témoignent pas d'un appauvrissement, en fait, du point de vue de la culture matérielle.
Ce qui fait d'ailleurs que pour Joëlle Burnouf, qui est toujours archéologue médiéviste, eh bien, elle dit qu'il n'y a pas de crise. Et quand on regarde les objets, production et innovation, le débat est fini. Il n'y a pas de crise de la fin du Moyen-Âge. Ou Vincent Coriol, dans la synthèse qu'évoquait Étienne il n'y a pas longtemps, ce matin, il disait « Parler de crise agraire pour cette période des 14e, 15e siècles serait donc excessif ». Et donc, en fait, cette capacité de rebond très rapide de la société occidentale qui montre une vraie résilience, eh bien, amènerait à revoir même l'idée de crise. Hein. Et comme donc ces villages désertés, tout ce que je viens de dire était lié à l'idée même de crise, vous voyez que finalement, il y a beaucoup de choses peut-être à remettre à plat. Alors pour terminer, je souhaite signaler quand même des programmes de recherche récents en archéologie et palynologie qui sont tout à fait intéressants et novateurs, parce que leur objectif, alors attention, une nuance un peu subtile, ce n'est pas tant de comprendre les effets de la peste noire sur le peuplement et les paysages, c'est plutôt de manière plus ambitieuse, alors peut-être un peu plus casse-figure, de tenter de chiffrer la mortalité de la peste noire par des estimateurs indirects, à défaut de pouvoir compter tous les morts dans les cimetières, ce qu'on ne pourra jamais faire. C'est en ce sens qu'on peut parler de véritables proxys. Donc là, l'idée, c'est qu'on n'étudie pas les effets de la peste noire pour eux-mêmes, mais pour ce qu'ils nous disent sur la peste noire en elle-même. Alors, le premier programme que je vous présente, il y en a deux, hein, c'est celui de Carenza Lewis en Angleterre, qui est appelé Core State Test Pit Program. Et c'est un titre qui dit la méthode et les lieux concernés, puisqu'en fait, il s'agit de réaliser des sondages dans des, je cite, Current Occupied Rural Settlements, donc des établissements habités encore occupés, pour comparer le nombre de tessons céramiques qui sont trouvés avant et après la césure que représente la peste noire. Donc, on a tout un ensemble, vous voyez, dans l'article de cartes avant la peste noire et après, où on va comptabiliser et quantifier les découvertes de tessons et observer le différentiel entre les deux périodes. Et ensuite, il y a une spatialisation, évidemment, de ces découvertes, que ce soit au sein de villages, comme à gauche, ou à l'échelle d'un territoire plus large, comme à droite, pour saisir ce qui diminue, soit à l'échelle des habitats, soit à l'échelle d'un quartier ou d'un secteur, voilà, et où ça diminue. Donc, là, ça pose des questions de méthode, comme toujours. Est-ce que le matériau étudié est représentatif? Est-ce que cette méthode est vraiment fiable, etc. Mais néanmoins, je trouve que c'est une expérience tout à fait originale et intéressante pour avancer un peu sur le sujet et ne pas non plus s'enfermer totalement dans les questions de méthode, parce qu'on n'aura jamais, de toute façon, les données parfaites pour traiter le sujet. Dernier exemple, à partir de données palynologiques cette fois-ci, et cette fois-ci aussi à l'échelle de toute l'Europe. Un projet très ambitieux avec une quarantaine de signataires. Donc c'est un programme de recherche qui s'appelle BDP pour Big Data Paleoecology, qui tente d'évaluer donc l'impact démographique de la peste noire à l'échelle régionale, mais à travers toute l'Europe. Il y a 19 pays concernés. Et indépendamment des sources écrites, hein, donc ils prennent la fourchette 1250-1450 et ils traitent 1634 échantillons palynologiques qui ont été prélevés sur 261 sites en Europe. Et en fait, donc je passe sur les détails de la méthode, et puis, de toute façon pas moi-même palynologue, mais donc en comparant, ils ont pris 4 indicateurs, hein, le taux de taxons relatif à des céréales, à des prairies et herbages, à des couvertures de boisées qui fast succession, c'est-à-dire qui arrivent très tôt après l'abandon d'un champ, par exemple, ou alors slow succession, c'est-à-dire du bois de la forêt qui arrive plutôt au-delà de 10 ans après l'abandon d'un champ. Donc ils ont ces 4 indicateurs et ils comparent sur des fourchettes, vous voyez ici, c'est 1325 à 1350 et 1351 à 1375, mais ils ont pris plusieurs fourchettes par 25 ans, par 50 ans, par un siècle, pour voir si ça changeait quelque chose. Et donc, au final, ça leur permet de proposer, vous voyez ici à droite, 4 scénarios de changement agricole après la peste noire, sur la base de l'indicateur de pollen de céréales, qui semble le plus parlant. Donc, premier scénario, c'est une augmentation substantielle et statistiquement significative. C'est ça, enfin, les fondements de la méthode, hein, pour en inférer une interprétation en termes de mortalité. Donc, une augmentation substantielle et statistiquement significative qui reflète l'expansion de terres arables et donc une mortalité limitée de la peste noire. 2, une augmentation modeste et statistiquement insignifiante qui suggère une stabilité ou une croissance agraire au rythme lent. 3, une diminution modeste et statistiquement insignifiante qui suggère une stagnation, une certaine contraction des activités agraires, donc liée à des pertes démographiques plus limitées
ou des perturbations économiques causées par la peste. Et enfin, en 4, là c'est peut-être le scénario qu'on attend le plus, à une mortalité prononcée de la peste noire, puisqu'on a une diminution substantielle et statistiquement significative, je prends leurs mots, mais il me semble que c'est important, qui reflète donc la contraction des terres arables. Et donc on voit bien que les scénarios 1 et 2 réfutent la théorie selon laquelle la mortalité de la peste noire fut partout importante, et les scénarios 3 et 4 démontrent que la mortalité due à la peste noire était dévastatrice dans certaines régions, mais que ça variait en fait selon les régions. Alors, le problème de ce genre d'études, c'est l'intérêt, et en même temps, c'est le problème, c'est qu'à établir, comme vous le savez, des corrélations, corrélation n'est pas causalité. Donc, on peut avoir un débat aussi à l'infini sur l'interprétation de ces données et sur la méthodologie. Mais néanmoins, je pense que par rapport à la problématique qui nous occupe aujourd'hui, ça, c'est un champ de recherche à regarder attentivement. Et puis enfin, je mentionne d'autres écofacts. En archéologie, on distingue les artefacts et les écofacts. Donc des écofacts qui permettent aussi peut-être de saisir des variations démographiques. Je mentionne là le travail de Benoît Clavel, qui est archéozoologue, sur des eaux de poissons dans le nord de la France. Alors vous voyez que là, je m'écarte un peu de la question du peuplement et du paysage, ça c'est certain, et on est plutôt sur le domaine de la consommation. Mais en fait, on voit bien qu'on est passé de paysage à céréales, et que ce lien qu'on a été obligé de faire, c'est parce que c'est le lien avec l'alimentation, en fait, et que c'est sans surprise un lien fort entre données matérielles et dynamique démographique. C'est par là, en fait, que ça se joue. Et donc là, je donne un seul exemple, la courbe de consommation des poissons marins à Amiens, dans un corpus qui est issu des quartiers ouvriers du textile. C'est important toujours de le dire, parce qu'on a bien vu, et Patrick, tu parlais justement de Dijon, on voit bien qu'effectivement, selon les quartiers qui y habitent, on ne va pas avoir forcément la même expression de la mortalité. Et donc là, il voit, Benoît Clavel, des inflexions fortes, dont une justement milieu du XIVe, qui est peut-être donc liée à la peste noire, c'est la question qui est posée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ça se corrèle aussi à une autre observation, qui est l'augmentation momentanée, c'est-à-dire qu'après ça redescend plutôt, l'augmentation de la taille des poissons, de ces poissons-là en l'occurrence, donc qui ont l'air de ne plus subir les effets de la surpêche, et qui du coup grossissent tranquillement, il y a moins de monde pour les pêcher. Alors là encore, on peut ergoter sur des questions de méthode. En fait, son étude fait débat, elle est critiquée parce que peut être aussi un peu sans fin. Voilà, dès qu'on tente des corrélations avec des événements historiques, ça devient un peu délicat. Alors, une diapo de synthèse. Je suis désolée, j'étais un petit peu longue, mais en fait, comme vous voyez, ça touche à des aspects extrêmement variés. C'est assez compliqué de rassembler tout ça. Donc, trois aspects dans ces conclusions méthodologiques. Le premier que j'ai appelé les pièges de la confrontation des regards, alors éventuellement dépassés par l'interdisciplinarité, donc ça c'est l'espoir, mais après est-ce que réellement ça marche, c'est à discuter. Déjà on voit bien que se pose la question de la qualité toujours des protocoles de travail et des biais, c'est quelque chose qui est très fort en archéologie et en archéologie environnementale. Qu'est-ce qu'on enregistre, comment on le traite, qu'est-ce qu'on compare, qu'est-ce qu'on en dit comme interprétation, et du coup est-ce que ces interprétations sont pertinentes ou plus exactement est-ce qu'elles sont plausibles, cette notion de la plausibilité, en quelque sorte, des résultats avancés est centrale. On voit aussi que se pose le problème des échelles de travail. Alors, on voit bien qu'entre histoire et archéologie, on n'est pas sur les mêmes échelles de travail. C'est aussi le problème des données. Vous avez vu que même la palynologie, le problème, c'est de passer d'un prélèvement hyper local à une conclusion hyper globale. Et ça ne se fait pas sans danger de surinterprétation. C'est tout le problème. Et puis, on ne voit pas forcément les mêmes choses. Ça, c'est sûr que même quand on regarde une thèse d'histoire rurale ou un travail en archéologie sur le même espace, on voit bien qu'on ne voit pas du tout, pas du tout, c'est bien excessif justement, mais on voit des choses assez différentes. Et puis, je pose aussi la question d'éventuelle échelle, je vais appeler de valeur ou de pertinence. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, par exemple, la variable environnementale, elle semble prendre le pas sur plutôt la variable démographique. C'est lié à l'historiographie, comme je vous l'ai dit, mais derrière, est-ce que ce n'est pas aussi que considérer que finalement, il y a un facteur plus explicatif qu'un autre, ce qui peut faire écho d'ailleurs à notre propre société, dans la mesure où aujourd'hui, le changement climatique est quelque chose qui, depuis un certain nombre d'années, nous occupe beaucoup, et peut-être fait que les archéologues ont tendance à, je ne sais pas s'ils surestiment, mais en tout cas à considérer que c'est là une variable, en particulier le petit âge glaciaire pour cette période, qui est finalement plus importante que la variable démographique.
Deuxième catégorie de problèmes, enfin, ou plutôt de conclusions à en tirer, c'est qu'on voit bien une grande variabilité des situations. C'est-à-dire il y a la multicausalité des abandons que j'ai évoqués, la variabilité spatiale mais aussi temporelle des situations observées. On voit bien qu'on travaille plutôt sur des tendances que sur des accidents, hein, que les données archéologiques enregistrent plutôt des tendances que des accidents, et que dès qu'on en voit, c'est compliqué d'interpréter la raison de ces accidents. Et donc il faut passer plutôt de modèles généraux à ce qu'on appelle des scénarios locaux. C'est-à-dire, voilà, il y a tel ou tel scénario ici, et c'est dans telle région plutôt que dans telle autre. Et enfin, dernier aspect de cette conclusion méthodo, articuler les temporalités, donc un enjeu central, et je pose la question, est voué à l'échec, point d'interrogation, puisque la résolution des données, vous avez vu, est un problème aussi, hein, les données palynologiques, par exemple, on ne peut pas dire ça date de 1352 précisément, on est souvent sur des fourchettes, hein, donc ça vient compliquer un peu le raisonnement, évidemment. Et puis, il y a des phénomènes de latence, de décalage temporel entre un effet et ses causes, qui viennent aussi compliquer la chose. Est-ce qu'on peut saisir un événement, ou en tout cas une fourchette chronologique réduite, par les données archéologiques et archéobotanique, et aussi comment, du coup, quand on n'est pas sur une résolution très fine, distinguer les effets de la peste noire des effets de ses récurrences ou d'autres facteurs, ça devient très compliqué. Et enfin, la temporalité longue et dynamique des paysages et du peuplement, que j'ai rapidement évoqué, donc qui s'exprime entre résilience et adaptation. On utilise pour ça le concept de transformation, hein, c'est-à-dire la transmission avec des transformations, malgré les transformations, mais finalement aussi grâce aux transformations. Donc cette temporalité très particulière amène à se poser la question, sont-ils finalement, ces paysages et ce peuplement, les bons objets pour étudier les effets de la peste noire? C'est en tout cas la question sur laquelle moi j'en suis restée. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Magali, de ce panorama extrêmement complet du point de vue méthodologique et historiographique qui t'a permis de balayer toute une série d'approches possibles, tout en concluant de manière nuancée que la question de l'archéologie, en particulier de l'archéologie des mondes ruraux et des paysages, n'est pas forcément là pour répondre aux questions qu'on lui a posées, en tout cas sous l'angle de la peste, mais que cette non-réponse me paraît en elle-même un élément intéressant pour penser à la peste. On aura peut-être l'occasion d'y revenir au cours du débat. Et je laisse tout de suite la parole. Alors peut-être que vous voulez changer de place, du coup. Pour un deuxième éclairage, je laisse la parole à Ingrid Oussaï-Mikienzi, qui est chargée de recherche au CNRS, à l'UMR Orient et Méditerranée, et qui, du coup, de cette économie médiévale, va éclairer un autre aspect ou un autre angle qui est celui des mondes marchands et en particulier des mondes marchands d'Italie centrale et florentine. Et donc, Ingrid, je te laisse tout de suite la parole. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très contente d'être ici. Donc, oui, je vais centrer mon propos sur Florence, les milieux marchands et ses écrits, hein, parce que tous les écrits dont je vais vous parler, même si je vous indique qu'ils ce sont des chroniqueurs, ils appartiennent tous à de grandes familles marchandes. Donc tout d'abord, je voulais faire un point du vocabulaire qui est utilisé sur la seconde moitié du XIVe siècle. Et on trouve des références constantes. Hein. Donc Boccace, hein, la pestilentioso tempo, la pestifera mortalita, le terme de moria qui revient fréquemment, c'est-à-dire que dans le vocabulaire qui est utilisé, bon là j'en ai mis quelques exemples, mais chez les chroniqueurs et chez les marchands de tout le long XIVe siècle, la seconde moitié, le vocabulaire est identique. Hein, on trouve toujours les mêmes thèmes utilisés pour les différentes vagues d'épidémies. Ce que l'on voit un peu de différent est le traitement qu'en donne Giovanni Morelli, qui écrit bien plus tard, hein, 40 à 50 ans après les événements, et qui parle, lui, de fracasso. Hein. Pensate se fu fracasso. Fracasso, c'est le vacarme, c'est vraiment un événement net et précis. Donc, il l'utilise pour parler des événements de 1348. Donc, avec le recul, il a cette vision de quelque chose de brutal qui est arrivé, hein, comme les contemporains. Et il l'explique en disant qu'à Florence, hein, on ne connaissait pas ce mal parce que ça faisait bien longtemps qu'il n'était pas apparu. Donc, pour Florence, la mortalité a été phénoménale, hein, d'après les travaux les plus récents, ceux d'Olé Benediktov,
on voit qu'à peu près, il s'agissait de 59,5% de la population florentine décédée des suites de la peste. Donc on estimait que Florence avait entre 92 000 et 120 000 habitants à la veille de la peste. 4 000 étaient morts de famine l'année précédente, d'après les dires de Giovanni Villani, un chroniqueur lui-même mort de la peste en 1348, et c'est son frère, Matteo Villani, qui a continué sa chronique. D'après Matteo Villani, c'est 3 sur 5 qui seraient morts de la peste, 2 tiers pour Giovanni Morelli. Donc voilà, quelque chose d'assez cataclysmique qui est arrivé aux Florentins, et une population qui a eu beaucoup de mal à s'en remettre, parce que le catasto de 1426 fait état de 37 000 habitants pour Florence. Donc un niveau de population qui est excessivement bas. Mais les épisodes réguliers de peste vont la faire entrer dans un quotidien. Et je vais m'atteler sur la correspondance d'un marchand qui est resté, Francesco d'Attini. Je vous mets ici le portrait. Donc, ce n'était pas un des plus grands marchands florentins, mais il a laissé un héritage conséquent, celui de ses archives, qui se monte à 150 000 lettres marchandes et 600 registres de comptes. Donc, rapidement, Francesco d'Attini est né vers 1335 à Prato, donc au nord de Florence. Il s'est retrouvé orphelin des suites de la peste, a bâti sa carrière à Avignon dans les années 1350, est parti là-bas, est resté une trentaine d'années avant de revenir en Italie et de créer des compagnies d'affaires que vous voyez ici, un peu éparpillées dans le bassin méditerranéen occidental, avec des compagnies à Avignon, Pise, Florence, Gênes, et dans ce qu'il disait la Catalogne, mais qui correspondait à 3 sièges, Barcelone, Valence et Majorque, des compagnies artisanales pour le travail de la laine et pour la teinture, une compagnie bancaire et 2 compagnies plus individuelles qui étaient là pour gérer son patrimoine personnel. Je mets cet exemple parce que voilà, cette richesse qu'on a au niveau des archives, toutes ces lettres font écho, bien sûr, à la peste. Et on peut vraiment parler de temps de peste, parce que Francesco d'Attini lui-même, qui a une longue vie, mort en 1410 à 75 ans, a été marqué par 6 vagues de peste dans sa vie. Donc celle de 1348, où sont morts ses parents, un frère, une sœur et 3 des 4 exécuteurs testamentaires de son père. Donc il s'est retrouvé orphelin avec un frère qui disparaît assez rapidement de la correspondance. Celle de 1363, il l'a connue à Avignon, au moment où Guy de Chauliac était médecin du pape et a écrit ses écrits de médecine. Celle de 1374-75, toujours à Avignon. Celle de 83-84, juste après son retour en Italie. Celle de 1390, où il a fui avec son épouse à Pistoia. Et celle de 1400, qui se distingue particulièrement par sa férocité. Et je vais m'y attarder un peu plus longuement. Donc, on voit aussi qu'à Florence se développent certains types d'enregistrements. Pour la peste de 1400, on a ce qu'on appelle un libro dei morti, donc une espèce de registre compilé par l'art des médecins qui atteste les morts à Florence. Donc, un enregistrement administratif. Florence était très férue, de toute façon, d'enregistrement administratif assez précoce. On avait des listes de bannis, des livres de... Et là, un livre des morts, donc chose qui n'était pas présente aux premières vagues de peste, mais qui fait son apparition à la peste de 1400. Donc, il atteste d'un nombre environ de 11 000 décès. Donc, je vous l'ai dit, la population florentine n'avait pas encore repris son souffle. Donc, un chiffre qui est sous-estimé par plusieurs historiens. Giovanni Morelli, lui, parle de 20 000 morts. Donc, on estime actuellement qu'il s'agit de 15 000 morts pour cette vague de peste de 1400. Donc, ce qu'on peut voir, et ce que je voudrais vous montrer dans la correspondance d'Attini, c'est quelles sont les réactions de ce milieu marchand face à cette nouvelle épidémie de peste. Donc, elle est annoncée vers 1399. Donc, la première chose que l'on voit, c'est qu'on fait pénitence. Donc, déjà, en août 1399, quand la peste commence à s'approcher, Francesco d'Attini a participé au pèlerinage des Bianchi. Donc, c'est un mouvement de dévotion populaire actif dans le nord et le centre de l'Italie. On prône déjà les gestes barrières et la distanciation sociale. Je vous mets, bon, là, c'est le palais d'Attini qui est à Prato, où sont les archives actuellement. Donc, il dit ne pas rester où il y a beaucoup de gens, et spécialement dans des lieux fermés comme des loges ou des églises ou de tels lieux. Il explique en fait qu'il ne faut pas se trouver en présence de cet air corrompu, que s'il y a des morts ou des gens malades à l'intérieur de la maison, il ne faut pas rester avec eux et faire attention, bien sûr, à ne pas trop vexer.
Donc on prône déjà cette distanciation sociale, en pensant que la peste se transmettait par l'air. On ne la comprend pas mieux, et on trouve des parades médicales plus ou moins farfelues. Domenico di Cambio, un associé de Francesco Datini, quand éclate l'épidémie de peste de 1389, demande à Datini de quitter Prato pour Florence, et il leur dit qu'ils suivront là-bas les prescriptions du médecin, qui leur disent qu'avant de sortir, il faudra boire un demi-verre de vin et manger une tranche de pain grillé. Bon, je ne sais pas si ça a eu des effets positifs, mais en tout cas, voilà, on voit des prescriptions médicales. 10 ans plus tard, un notaire proche de Francesco Datini écrivait que les docteurs recommandent de prendre tous les jours, pendant 15 jours, de la thériaque et tous les 8 jours, des pilules d'aloès, de myrrhe et de safran. Après, on a les explications qui arrivent. Au printemps 1389, le beau-frère de Francesco Datini lui dit « Fuis, fuis, Prato, viens à Florence, car au mois d'août, le péril va être très grand, l'air commence à se charger de corruption, générateur d'humeurs mauvaises, qui se font jour avec la chaleur. » Donc on fuit. Et on a des échanges entre l'épouse de Francesco Datini et Francesco Datini, qui vivaient séparément. Il y en a toujours un à Florence et l'autre à Prato. Donc il lui dit de réfléchir quand même avec cette vague épidémique qui arrive. Qu'allons-nous faire? Elle dit dans sa lettre, on ne peut pas aller à Padoue ou à Venise, qui est déjà aux prises avec la peste, alors qu'à Gênes, elle est partie. Bon, finalement, ils ont décidé de partir à Bologne. Donc en juin 1400, ils sont partis à Bologne avec des domestiques et ils sont restés là-bas environ 15 mois. Et là, à Bologne, on se trouve dans Daniel Defoe avant l'heure. C'est vraiment un journal quotidien. Toutes les nouvelles leur arrivent. Donc ils sont à Bologne et ils reçoivent des nouvelles de leurs associés, de leurs amis sur la peste. Donc c'est cette fameuse peste de 1399-1400. Donc ils cherchent à connaître sa progression, à vérifier la véracité des rumeurs, à prendre des nouvelles des uns et des autres grâce au réseau de correspondants éparpillés en Europe et dans le bassin méditerranéen. Mais aussi on la banalise. Il y a une sorte de fatalisme qui s'installe. Donc, je vous montre un exemple de rumeur de peste, donc un peu avant, en 1395. Donc, c'est relayé par ces réseaux d'affaires. Ils le disent, je serais désolé si là-bas il y avait la peste, mais je ne le crois pas. Ce mois passé, on verra comment les choses iront. Donc, on voit souvent ce type de référence circuler dans les lettres marchandes. Je pense qu'il peut y avoir la peste là-bas, mais finalement, non, on ne l'a pas eu. Là-bas, il y a une épidémie. Donc, c'est quelque chose qui devient banal et qui rentre en fait dans une espèce de routine commerciale. À Bologne, il reçoit des nouvelles constantes. Les lettres font état d'un sentiment de peur à Florence. Ils disent, par exemple, au sujet du podestat de Prato. Donc, le podestat est le premier magistrat de la commune, qu'il est resté seul, sans chevalier autour de lui, et qu'il a une telle peur qu'il reste enfermé avec peu de personnes autour de lui, à en perdre un peu la raison. Donc les choses semblent se calmer, puis de nouvelles vagues reprennent. Et par contre, en novembre 1400, les gens commencent à revenir à Florence, remplissant les marchés, les églises. Et donc on a comme ça une espèce de chronique de peste. Et il suffit de se pencher sur ce corpus expédié à Datini à Bologne pour voir véritablement la peste vécue de l'intérieur. Donc les lettres racontent le sort des amis et des parents. On sent la désolation, un proche de Datini qui lui me dit quel est ce monde on ne sait pas si vous vivez. Et en fait, je vais vous dire dans ma lettre que tout le monde est sain. Et quand vous la recevrez, vous en ferez fête, mais ça se trouve, ils ne seront plus vivants à ce moment-là. Le beau-frère de Francesco Datini a perdu son épouse, et là, on voit bien que ça va un peu à l'encontre de ce que disait Philippe Ariès aussi. On sent dans ses lettres la douleur, le travail de deuil à faire. Et il le dit, là, il a perdu son épouse, et il a tellement de douleur et de désarroi qu'il ne peut ni manger ni dormir, en pensant à la compagnie qu'il a perdue. Et Datini lui-même écrit à son ami Lapo Mazzei en lui disant que voilà, c'est un ami proche, il peut le lui dire, qu'un soir il est allé se coucher et a vu sur son corps des petits bubons, des sortes de bubons, et que la panique l'a pris. Finalement, un médecin est venu et c'était pas ça, donc ouf. Mais il a senti, on voit la peur dans sa lettre, le présage d'une mort imminente. Les conséquences de cette peste ont été catastrophiques pour Francesco Datini. Je vous remets l'organigramme.
À son retour à Prato, donc en septembre 1401, il fait face au décès de nombre de ses collaborateurs, tous fauchés par l'épidémie. Donc en fait, les 2 directeurs des compagnies artisanales sont décédés, celui de la compagnie de Pise, celui de la compagnie bancaire et celui de la compagnie de Gênes. Et étant donné que Francesco d'Attini n'avait pas de descendance, très peu de familles, tous fauchés de toute façon par la Grande Peste, il a dû fermer ces entreprises-là. Donc ça a été un coût très important pour lui. Donc on voit l'itinéraire d'un homme véritablement marqué dès ses 13 ans, et l'arrivée de la peste noire, jusqu'à la fin, par ces récurrentes épidémies de peste à Florence. Donc là, c'était pour rentrer un peu dans cette peste vécue. Mais je me suis posé quelques questions parce qu'on voit de gros changements à Florence dans la seconde moitié du XIVe siècle au niveau de l'organisation des affaires et de l'organisation des entreprises. Et je me demandais si la peste avait eu un rôle. Donc, ce qu'il faut voir à Florence, c'est que cette catastrophe qui arrive en 1348 est loin d'être le seul drame de la décennie. Il y a toute une série de faillites dans les années 1343 et suivantes, créées par un mouvement de panique des déposants. On est là un peu dans le style de la crise de 29, c'est-à-dire que ces grandes entreprises florentines de la première moitié du XIVe siècle étaient des espèces de blocs monolithiques. On mettait un peu toutes les billes dans le même panier pour agrandir et faire fructifier le capital de ces entreprises. Des multiples déposants déposaient leur capital au sein de ces entreprises. Ces entreprises étaient vraiment considérables, accordaient des prêts à des souverains qui ne remboursaient pas. Et c'était le cas de nombreuses compagnies qui avaient prêté aux souverains d'Angleterre. Et suite à une rumeur de changement d'alliance de Florence, il y a eu une panique des déposants qui se sont rués sur les compagnies à Florence pour demander leurs biens. Et il y a eu une insolvabilité générale de 3 énormes compagnies qui ont entraîné dans leur sillage toutes ces petites compagnies qui gravitaient autour. Donc une catastrophe en fait financière qui est arrivée avant la peste noire. Et c'est une restructuration qui a lieu après avec un nouveau modèle d'entreprise, dont celle de Francesco d'Attini, qui ne met pas toutes les billes justement dans le même panier. Toutes ces compagnies-là, qu'on appelle compagnies d'Attini, sont indépendantes les unes des autres. Ce qui les relie entre elles est la personne de Francesco d'Attini, qui est l'associé majoritaire de chacune de ces entreprises. Si bien que s'il y en a une qui fait faillite, ça ne va pas faire un effet boule de neige sur l'ensemble du système, c'est juste celle-là qui va fermer. Et c'est pour ça que cette compagnie a survécu encore une dizaine d'années, jusqu'à la mort du dirigeant, malgré l'épidémie de peste qui a fauché 5 directeurs de l'entreprise, a entraîné la fermeture des compagnies. On n'a plus cet effet, on a des entreprises qui sont bien plus solides. Donc je me demandais, voilà, est-ce que la peste pouvait avoir un rôle en plus de ce mouvement de faillite générale? On se retrouve, après la peste, avec certains héritiers qui se retrouvent avec une fortune assez considérable entre leurs mains. Donc les décès des plus riches ont accru la fortune des riches survivants qui accumulaient les héritages et donc cherchaient à investir. On a eu des concentrations de patrimoine assez conséquentes. Donc il y a eu un investissement dans l'art et les constructions. Ça, dans l'art, Samuel Cohn l'a bien montré. Et puis dans les constructions, on voit l'aspect de toute façon actuel de Florence, une Florence des années 1380 qui n'avait rien à voir avec la Florence des années 1350. Donc un mécénat aussi lié à la disponibilité de capitaux. Mais la peste, dégageant pour certains d'importantes richesses, a-t-elle joué un rôle dans cette nouvelle structuration des entreprises? Donc ces nouvelles dynamiques, en fait, ont permis aussi une plus grande flexibilité. La peste a donné à beaucoup l'envie d'entreprendre et de faire fortune, et donc a permis, par ce nouveau système, d'investir. C'est-à-dire que vous avez ici un actionnaire majoritaire qui va mettre l'argent dans l'entreprise et qui va faire appel à des capitaux. Et il y avait des capitaux à placer à Florence. Donc je pense, moi, qu'il s'agit d'un mouvement multiple, un peu comme a été évoqué tout à l'heure, que ce n'est pas uniquement la faillite des entreprises qui a permis de générer un nouveau modèle, mais également cette volonté d'entreprendre et cette richesse, en fait, ces possibilités d'investissement qu'il y avait à Florence et qui ont permis de trouver, en fait, une structure beaucoup plus flexible. Au niveau du grand commerce, on a aussi le même genre de changement et de modification. On a un champ d'action qui est beaucoup plus rétréci. Et là, beaucoup ont dit que c'est un aspect
que c'est la crise de la seconde moitié du XIVe siècle qui montre que les hommes d'affaires n'étaient plus présents partout et donc que leur champ d'action était bien plus réduit et qu'il y avait une contraction. Donc en fait, on a aussi une très grande différence. Ces grandes sociétés de la première moitié du XIVe siècle cherchaient un peu à contrôler dans son intégralité l'espace commercial de l'époque à travers des filiales qui étaient placées aux principaux nœuds des courants. La nouvelle génération d'entreprises a, elle, une logique assez différente. Il s'agit de s'appuyer en fait sur des points névralgiques, de s'y implanter de manière très forte et de commercer ailleurs par le biais de correspondants. Et donc, on peut voir aussi ici alors, ça a été vu beaucoup comme une contraction, parce qu'on n'est plus présent partout, mais en fait, on est présent fortement quelque part. Et je pense aussi que la peste a quelque chose à voir là-dedans. À la place de s'éparpiller trop, on se concentre sur des aspects, sur des régions plus locales. Parce que le commerce, qu'il soit à moyenne ou à longue distance, était sensible aux questions de sécurité, d'où un besoin accru de protection et un besoin de réactivité en cas de soucis, en cas de mort de dirigeants, en cas de mort du personnel. Donc une implantation locale qui est beaucoup plus nécessaire qu'auparavant. Donc en fait, ce ne serait pas vraiment la conséquence d'un manque de volonté d'entreprendre ou de manque de possibilité d'entreprendre qui a été dénoncé à de nombreuses reprises, mais on se trouve en fait dans la seconde moitié du XIVe siècle face à une nouvelle génération de marchands qui a pris conscience des difficultés, qui les a intégrées dans son modèle économique et qui a mis sur pied une organisation et une gestion beaucoup plus efficaces. Et la peste, même si ce n'est absolument pas le premier facteur, a joué son rôle dans cette nouvelle organisation des affaires. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. C'était effectivement un deuxième éclairage qui correspondait tout à fait à ce qu'on essaye de sonder, c'est-à-dire cette manière dont la peste peut ou pas être considérée comme un facteur de modification, alors là, de l'organisation des compagnies commerciales qui se transforment profondément au XIVe siècle. Et on voit que d'un terrain à l'autre, on bute quand même sur le même type de difficulté, c'est-à-dire celle d'une forme d'imputation ou de démonstration d'éléments qui sont corrélés, mais dont la causalité est difficile à établir. Et je pense que tu as très bien montré ici à la fois la richesse des sources d'Attigny pour ce genre d'enquête, et en même temps la difficulté à formuler positivement un certain nombre d'hypothèses macro, en tout cas au-delà de ce que tu as appelé la peste vécue. Alors on va, pour finir, aborder un troisième terrain de l'économie du XIVe et du XVe siècle. Plutôt du XVe siècle. J'ai senti le regard inquiet de Mathieu, mais c'était une transition. C'était pour glisser vers le fait que tu étais plutôt quinziémiste, mais que la peste se prolongeait dans le temps. Et que Mathieu Sherman, qui est maître de conférence à l'université Gustave Eiffel, que vous connaissez aussi sous le nom de Paris-Est Marne-la-Vallée, va nous parler des contextes, disons, des mondes laborieux et artisanaux du XVe siècle, et toujours sur un terrain italien, voilà. Et en particulier Trevisan. Je te donne tout de suite la parole, Mathieu. Merci beaucoup. Alors, quand vous m'avez écrit, comme tu le disais en introduction, donc je travaille sur l'économie, mais la peste, en gros, ça ne devait pas faire plus de 2 pages non plus dans mes travaux. Du coup, alors j'ai pas interrogé Google à ce moment-là, mais j'ai interrogé ma base de données, enfin mon disque dur, pour voir en tapant peste et tout ce qui arrivait avec. Et donc j'ai vu, c'est quelque chose. Tu parlais tout à l'heure de l'extraordinaire et de l'ordinaire. Or pour le XVe siècle, justement, on pourrait penser l'ordinaire, c'est la présence endémique de la peste. L'extraordinaire, c'est la peste qui fait beaucoup de morts. Donc l'extraordinaire, ce serait une baisse démographique importante. D'un point de vue des conséquences économiques des pestes, alors là aussi, comme vous venez toutes les deux de le dire, la mesure en histoire économique, c'est quelque chose de difficile. Alors imputer à la peste des changements, là aussi, c'est compliqué, mais certains ont essayé de le faire. Donc récemment, c'est Guido Alfani sur la très longue durée des conséquences économiques de la peste et pour mesurer les inégalités économiques. Donc
Alphane il précise bien qu'on s'intéresse le plus à la peste noire de 1347-1352 et indique finalement que pour les époques postérieures, le dernier travail en place, c'était celui de Herlihy à partir du catasto de 1427. Et il a essayé de montrer quels étaient les effets de la peste. Et pour Herlihy, on a dans un premier temps des effets égalitaires et sur la moyenne longue durée, des effets inégalitaires avec la division des patrimoines. Donc, il considère que la peste a permis dans un premier temps une augmentation des salaires, que ces salaires ont permis d'acquérir des propriétés, mais comme elles étaient trop petites, finalement, ils ont tous périclité à la crise suivante. Alphane y remet quelque peu en cause cela et montre que c'est plus des conséquences économiques régionales. D'une région à l'autre, ça change. Et finalement, on a des courbes d'inégalité qui diffèrent d'une région à l'autre. Donc ça, ces travaux, ils sont extrêmement importants pour connaître les effets des pestes ou de la construction des inégalités économiques. Mais selon moi, ils perdent un peu le côté humain de ces pestes et l'adaptation des sociétés aux résurgences continuelles de la peste. Donc finalement, pour moi, comme pour les gens de l'époque, on va dire que c'était une compagnie bien encombrante, mais récurrente. Donc Alberto Groman, un spécialiste de Pérouse, a dénombré, par exemple, entre 1362 et 1499, il a dénombré plus de 20 épisodes, plus ou moins longs et plus ou moins rapprochés dans le temps. Donc on voit finalement cette récurrence continuelle de ces pestes dans ces sociétés. On a des sources des ambassadeurs, donc on a beaucoup de lettres d'ambassadeurs, et là aussi, ces ambassadeurs démontrent démontrent finalement la résurgence de ce virus, des gènes provoqués pour la circulation, et donc si on prend d'un point de vue économique, une circulation entravée signifie des retombées économiques amoindries. Donc lui, il l'appelle, par exemple, on a une correspondance d'un ambassadeur vénitien, donc il se trouve à Milan, il s'appelle Girolamo Zorzi, et on l'appelle en catastrophe pour aller en France parce que des navires vénitiens ont été attaqués par des corsaires français. Du coup, il quitte Milan en 1485. Il nous avait déjà fait son récit en parlant du virus qui était présent à Milan. Dans le même temps, vous avez un ambassadeur florentin qui est aussi à Milan et qui espionne Zorzi parce qu'il raconte dans sa lettre que lui aussi, que Zorzi doit partir en catastrophe en France. Et lui aussi, il parle de la peste de septembre 1485. Ce Zorzi, donc on le suit de 1485 à 1487. Donc il part de Milan, il y a la peste. Il arrive dans le royaume de France, il y a la peste. Et il reçoit des nouvelles de Londres en 1487 où il nous dit qu'il y a une très grande mortalité. Donc en gros, on a de la même façon que pour le XIVe siècle, on a affaire à une histoire européenne qui me semble largement occultée dans l'historiographie. Donc il faut composer dans les déplacements, même s'il est moins meurtrier, et on peut voir que cet accoutumance aux catastrophes, comme on a parlé ce matin, font que les autorités politiques sont habituées à composer avec. Donc les institutions sont touchées. Donc pour prendre l'exemple de Trévise, alors à la différence de celui de Prato, alors Trévise c'est une ville assujettie à Venise, donc il y a un podestat, il y a un capitaine qui vient de Venise, et donc en 1455 vous avez une grave peste, on autorise de ce podestat à quitter la ville avec sa famille. À l'occasion, il y en a 3 au Sénat qui ont voté contre, donc ils ne lui voulaient pas trop de bien. Et en 1485 aussi, avec la peste dont on a déjà parlé, là aussi, on permet au podestat de Trévise de quitter la ville. Alors les institutions sont touchées aussi sur le plan fiscal. Donc à Trévise, vous avez
un système qui s'appelle l'estimo pour répartir la pression fiscale au sein des contribuables. Donc en 1455, l'estimo, la refonte de l'estimo est annulée. Celui qui débute en 1486, qui a été mené au bout, mais on a une toute petite quantité de déclarations fiscales. Donc on a une infime minorité de déclarations. Donc on voit que la population avait autre chose à faire que de remplir sa déclaration fiscale. Et dans le livre qui fait la synthèse de ce que doivent payer en impôts les contribuables, on voit effectivement une centaine de noms qui sont barrés parce qu'on nous dit qu'ils sont morts de la peste. Donc les institutions touchées, mais les institutions tentent aussi de freiner le virus. Donc par exemple, toujours en 1455, cette peste dont on a déjà parlé, on interdit à Trévise, ou en tout cas on interdit l'accueil de gens en provenance de la région d'Oudiné, dans le Frioul. Donc on dit aux aubergistes, si vous accueillez des gens d'Oudiné, d'où vient la peste, on va vous donner une amende. Dans un autre type de source, alors là on passe de Trévise à Rome, donc il y a des archives d'une autre famille marchande de Florence, les Spinelli. Donc les Spinelli sont une compagnie en cours de Rome, toujours en 1455, au même moment donc. Vous avez un Spinelli qui se plaint des revenus de la douane du port de Ripa à Rome. Donc il avait pris à ferme la taxe de la douane et il écrit au pape pour dire qu'il a perdu beaucoup d'argent puisqu'on a interdit à ceux de Naples et de Gênes de venir. Et donc il se plaint, il dit qu'il ne peut pas rembourser tout ce qu'il avait. En tout cas, il n'a pas réussi à obtenir l'argent qu'il souhaitait. Donc on voit ici aussi l'aversion pour le risque de ces grands marchands, alors que selon la théorie économique de l'Église, c'est comme ça qu'on devait les justifier, c'est parce qu'ils prenaient un risque, comme l'a bien montré Giacomo Todeschini. Et donc là, on voit que ce grand marchand a une aversion assez importante pour le risque. Donc on a des plaintes. Ces plaintes, elles sont malgré tout souvent exagérées, mais on voit que les mesures de freinage des circulations devaient accentuer finalement les effets déjà naturels économiques des pestes. Autre aspect de cette utilisation de la fiscalité contre la peste, par exemple, on construit des hôpitaux. Donc on repasse à Trévise, et donc en 1462, à Trévise, on met en place une imposition spéciale pour ceux disposant de patrimoine assez étoffé, donc on taxe les riches, pour construire un hôpital pour les malades de la peste. Donc d'un côté, on ponctionne des riches, mais de l'autre, si on prend la théorie économique keynésienne, finalement, avec la construction de l'hôpital, on favorise un secteur qui dynamise l'économie. Donc on a un calcul opéré pour protéger la population de la pauvreté et de l'épidémie, qui est finalement assez bon. Et donc dans un autre type de source, dans les registres de délibération de la ville de Trévise, on a énormément de dispositions économiques ou à teneur économique qui concernent la peste. Donc même quand elle n'est pas là, on a des dispositions au cas où elle reviendrait. Donc par exemple, en 1475, donc, la ville de Trévise embauche un maître d'école et il est dit dans son contrat, en cas de peste, il est autorisé à loger en dehors de la ville. Donc s'il loge en dehors de la ville, il reçoit la moitié de son salaire. Donc on voit ici la nécessité de subvenir malgré tout aux besoins d'une espèce de fonctionnaire de la ville, qui est nécessaire à l'instruction d'une partie de la jeunesse. Là encore, on peut dire que le calcul économique est bon, puisqu'il place l'éducation parmi ses priorités. Et finalement, on voit aussi, par rapport à l'objet fiscal, l'impact économique des pestes dans l'incapacité pour Trévise
à honorer sa part à Venise. Donc, parce que le système fiscal était construit pour répondre aux demandes de Venise, mais du coup, ils envoient des ambassadeurs à Venise en 1488 pour dire, à cause de la peste, de la fuite des personnes, on n'a pas pu honorer notre paiement. Donc voilà sur le plan fiscal et des institutions, mais on peut dire que les problèmes posés par le virus sont aussi anticipés par la population dans son ensemble. Donc on anticipe les conséquences néfastes de la peste, et cette anticipation se perçoit dans la documentation privée. Donc les acteurs économiques de tous bords connaissent et appréhendent la survenue du virus. Donc c'était Julie Claustre qui avait déjà montré comment les contrats notariés parisiens s'adaptaient après la peste noire, donc ils rendaient l'obligation du corps dans le droit du travail beaucoup plus prégnante, donc pour la question de la stabilité de la main-d'œuvre, la question aussi de la non-concurrence entre les patrons. On a exactement la même chose au XVe siècle, on a toujours ce problème de la mobilité de la main-d'œuvre, donc toujours d'actualité. On voit dans les annotations, par exemple, des déclarations fiscales qui renseignent sur les difficultés de trouver une main-d'œuvre au temps de l'épidémie. Donc il y a un charron en mai 1486 encore, qui indique devoir embaucher une servante, alors que la précédente est partie. Donc elle est partie au temps de la peste, comme c'est dit dans la déclaration. Et donc cela l'oblige à payer pour le moment une dame qui lui apporte l'eau. Donc ces paiements ponctuels semblent moins profitables économiquement que l'embauche pour une durée plus longue d'un personnel de maison. On revient au Spinelli, donc on passe d'un charron, donc un acteur économique assez faible. Là encore, en 1462, un contrat de compagnie d'art de la soie à Florence entre Piero d'Antonio Niccoli et Tommaso Spinelli, donc un contrat de 3 ans. Ils mettent en place une entreprise de la soie. Et voilà ce qui est dit dans une des clauses. En cas de peste, il nous dit « je ferme tout », donc ça c'est Piero, « je peux partir une fois les comptes mis au clair quand même, et une fois la décision de partir prise, ils sont d'accord pour trouver un jeune qui s'occupe du trafic. » Donc le jeune, on s'en fiche. Il peut subir la peste. Et donc ce problème de la mobilité, du départ, ça touche l'ensemble des acteurs économiques, les gros comme les petits, et ça met aussi bien en évidence que les inégalités sociales et économiques provoquent en termes de protection. Donc Ingrid, tu parlais de Defoe, c'est exactement pareil dans le journal d'une année de la peste, où on voit la fuite des riches, et ceux qui ne peuvent pas partir sont obligés de rester. Et ça concerne tous les secteurs économiques, comme la cuisson du pain, par exemple, un contrat avec un boulanger. Donc il est dit que si la famille s'en va de Trévise à cause de la peste, le boulanger ne sera pas payé. Donc en fait, ce sont l'ensemble des activités qui sont soumises aux aléas du virus, donc on le voit dans tous les contrats, et pour éviter les déconvenus, lorsque l'on prend des taxes à ferme ou autres, on voit dans les contrats notariés qu'il est pris en compte des difficultés en cas de peste, donc avec des éléments finalement contradictoires avec l'interdiction de se déplacer. Par exemple, pour le contrat sur la vente du vin au détail, on permet à celui qui paye la taxe d'aller vendre en dehors de la ville, alors s'il y a la peste. Donc pour augmenter le produit de sa taxe, on lui permet de se déplacer, donc en contradiction cette fois avec la contagion. Donc dernier point sur lequel il faudrait finalement réfléchir après les retombées des contrats du fait de la peste, ce sont bien évidemment les retombées démographiques, et donc forcément économiques, et des retombées démographiques qui sont
souvent importantes et qu'il faudrait pouvoir ou tenter de mesurer. Donc, Christian Klapisch, qui a étudié un mémorial, on va dire, d'un Florentin. Donc, le Florentin, c'est Lapo di Giovanni Nicolini dei Serigati. Ce livre est publié et rédigé entre 1379 et 1421. Et elle mentionne le fait qu'entre ces dates, sa maison est saturée, elle le dit, à plusieurs reprises, de l'afflux de parents, victimes d'une peste, victimes ou autre chose. En tout cas, sa maison devenait un refuge en cas de peste, et donc on peut imaginer l'économie domestique que ça impose de devoir nourrir et habiller une population plus grande à l'intérieur de sa maison. De la même façon, on le voit aussi dans les déclarations fiscales de Trévise, avec des artisans qui se retrouvent, comme ils nous le disent, tout seuls, car femmes, enfants sont morts de la peste. Donc on a, dans ces documentations, qu'elles soient à visée économique ou non, toujours des annotations sur la peste et le fait qu'il faudrait s'adapter. Ils savent qu'il faut s'adapter en fonction de son arrivée ou pas. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Mathieu, pour ce dernier éclairage qui pose d'un point de vue un peu différent des problèmes qu'on a déjà évoqués dans les deux interventions précédentes et sur lesquels je reviens. Je vous fais peut-être une ou deux remarques transversales pour lancer le débat et puis pour avoir votre avis sur les points de convergence. Tout d'abord, en notant le point auquel vous avez été tous les trois à remarquer qu'il était très difficile de distinguer la peste des autres éléments de causalité, que ce soit le petit âge glaciaire, les faillites des années précédant la peste ou un certain nombre d'évolutions économiques plus générales, et que donc on voit que cette question de causalité là est au cœur de la discussion, et qu'elle est au cœur de la discussion à la fois parce qu'il est difficile d'isoler la peste comme facteur de causalité, mais que plus généralement aussi, si on vous suit bien, dans un certain nombre de cas, et c'est ce qu'on évoquait ce matin, cette causalité est peut-être moindre qu'on l'imagine, ou du moins qu'elle ne se situe pas sur les plans sur lesquels on voudrait la voir jouer. Et qu'autant lorsqu'on a des éléments qui sont des éléments du quotidien, comme la correspondance de Dattigny, comme des journaux, on voit l'omniprésence de la peste, autant si on veut la situer à l'échelle d'évolutions qui sont des évolutions, disons, de conjoncture économique dans la durée, sans parler d'une histoire pluriséculaire de paysage, alors il devient beaucoup plus difficile de la repérer. Et à cela, il y a au moins deux facteurs d'explication. Il y a peut-être effectivement que la peste a finalement des effets ou un type d'effet qu'il est difficile d'évaluer ou qui sont des effets somme toute limités. Mais il y a aussi derrière un problème important dont on n'a pas encore beaucoup parlé, qui a été évoqué, qui est celui de la résilience des sociétés. C'est-à-dire dans quelle mesure, au fond, un des éléments que la peste montrerait de la manière la plus spectaculaire, c'est la capacité des sociétés européennes de la fin du Moyen-Âge à encaisser un choc comme la peste. Et dans ce cas-là, l'information serait en quelque sorte le fait que finalement, la peste serait une sorte de gigantesque stress test dans laquelle les sociétés européennes, finalement, montreraient une forme de résistance extrêmement spectaculaire, et que ce serait à ce moment-là cet effet de résistance qui serait à expliquer. C'est-à-dire pourquoi, au fond, a-t-on cette capacité-là de résistance de ces sociétés-là par rapport à d'autres sociétés? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique ou pas? Donc ça, c'est un premier élément, je pense, qui ressort assez bien de ce que vous avez évoqué. Il y a un deuxième élément qui me paraît corrélatif à celui-là, c'est qu'il est possible que cette capacité de résilience ait affaire à des processus de routinisation de la peste, c'est-à-dire d'intégration de la peste dans les mécanismes de fonctionnement des sociétés, où la peste devient un aléa, une variable
qui évidemment a un caractère qui peut être d'une violence inouïe, qui peut représenter des formes de tragédie à l'échelle de sociétés ou de groupes sociaux, mais qui d'un autre côté est intégrable, y compris dans les données contractuelles ou dans les organisations commerciales, c'est-à-dire que la peste est surmontée aussi par une résilience qui n'est pas une résilience morale, c'est-à-dire que là, il ne s'agit pas de reconstituer une hypothèse de psychologie historique, mais au contraire de montrer qu'il y a des dispositifs très concrets qui permettent d'intégrer le facteur peste à l'intérieur du fonctionnement de ces sociétés. Deuxième aspect. Et puis enfin, troisième aspect que vous avez touché tous les trois, on se trouve malgré tout dans un temps dont on sait qu'il est fécond en transformation, s'il est difficile de dire que la peste est à l'origine de la plupart des transformations que les historiennes et les historiens peuvent diagnostiquer dans l'Europe de la fin du Moyen-Âge, en revanche, on se demande en vous écoutant si l'un des effets majeurs de la peste n'est pas celui d'accélérateur de situations déjà engagées. Et c'est là aussi où je voudrais vous interroger, c'est-à-dire que vous avez souvent fait remonter un peu en amont de la peste des éléments d'évolution, et vous avez eu tendance à considérer, si je vous ai bien compris, que la peste avait de ce point de vue-là un effet d'accélérateur, ce qui serait une autre manière de penser le rôle historique de la peste, c'est-à-dire non pas comme capacité à trancher dans la temporalité d'une manière brutale, mais à peut-être accélérer le cours des temps, c'est-à-dire à faire en sorte que quelque chose qui était en germe et qui se déroulait lentement depuis 50 ans, en 10 ans prenait une forme nouvelle. Donc je vous laisse peut-être tous les trois réagir à ces observations pour savoir si ça correspond à ce que vous aviez en tête ou comment vous voyez ces hypothèses. Et puis après, on pourra avoir un débat plus large pendant encore quelques minutes. Je ne sais pas qui veut commencer à dire quelque chose ou rien. Si, éventuellement, je me lance. Juste pour dire qu'effectivement, la notion de résilience me parle d'autant plus à titre personnel que c'est un concept, j'ai parlé du concept de longue durée, mais le concept de résilience, il est central dans toutes les études sur paysage et peuplement. Et donc, ça me semble effectivement une clé de lecture essentielle. Après, je vois bien comment... Bon, là, c'est pas enregistré, comme l'a dit Patrick. C'est enregistré, mais que pour les archives de Patrick. D'accord, bon, ça va. Il n'y a que les historiens qui ont regardé, mais... voilà, de manière très libre, je me dis, dans quelle mesure aussi, pourtant moi je travaille tout le temps avec le concept de résilience, hein, donc, mais à force de toujours mettre en avant la résilience, du coup on peut aussi quelque part écraser ce qui fait bifurcation, on voit bien que nous, par exemple, à l'échelle de l'épreuve du Covid, on est résilient, on ne change pas de régime politique, c'est pas la révolution. Et pourtant, je pense qu'on est tous d'accord, il me semble peut-être à mon échelle personnelle, mais considérer que c'est pas rien, quoi. Et donc, voilà, il ne faudrait pas que le concept de résilience empêche de penser trop les différences, la radicalité. Je dis ça parce que tout à l'heure, je parlais presque d'échelle de valeur, quelque chose qui m'a toujours frappé, par exemple, en archéologie. Là aussi, je fais un peu une autocritique, c'est que pour la période médiévale, et en particulier le premier Moyen-Âge, on a une tendance à vouloir dire... si je schématise, non, c'est pas des nuls, c'est pas des ploucs. Ils faisaient une agriculture hyper rationnelle, même c'est éco-durable avant l'heure. Et donc, en fait, à vouloir toujours reconsidérer positivement les périodes anciennes qui ont pu connaître un regard plutôt misérabiliste sur elles, on en vient à vouloir presque écarter des choses qui, de fait, quand même, ont été assez dramatiques. En moyenne, 50% de la population décédée, c'est quand même pas rien. Donc, il me semble que trop vouloir écarter au prétexte de longue durée de résilience ou de revalorisation de la capacité de rebond des sociétés, si on reste que là-dedans, on peut aussi passer à côté d'autres choses. Et puis enfin, la peste noire comme accélérateur, oui, ça, je pense que c'est comme ça que ça peut bien fonctionner, articuler cette question de la peste noire avec tout ce qu'on observe dans la même période concernant des évolutions économiques ou des paysages, c'est en quoi ça vient renforcer, je l'ai évoqué pour le cas anglais finalement, ça vient renforcer quelque chose qui était là avant, mais
mais voilà, de manière un peu radicale. Et là encore, le Covid, on en parlait ce midi, en quoi ça change notre regard. Moi, là-dessus, je me dis, par exemple, la question de l'hôpital chez nous, tout simplement, je me dis, là, la crise Covid, c'est un révélateur de dysfonctionnement beaucoup plus long, en fait, sur notre système hospitalier. Et ça vient être un moment de vérité qui est en même temps un moment qui accélère quelque chose qui n'allait pas, mais qu'on ne percevait pas forcément pour d'autres raisons. Donc, je pense que cette notion d'accélérateur, elle peut être une bonne astuce aussi pour retisser les fils entre ces multiples variables. Oui, merci beaucoup. J'ai dit accélérateur. Il y a un moment dans la discussion où un ou l'autre d'entre vous a dit révélateur aussi, et de fait, on est entre les deux. Est-ce que Ingrid ou Mathieu, vous souhaitez vous aussi? Oui, non, je vais... C'est bon? Oui. Alors, je ne vais peut-être pas reprendre tous les points. La résilience des sociétés, oui, cette capacité à encaisser le choc, on la voit, mais en fait, il n'y a pas d'effondrement des structures sociales. Je vois à Florence, les corporations continuent à fonctionner, le notariat est actif, l'organisation politique des communes continue de fonctionner. Donc, on n'a pas, en fait, malgré la claque qui se sont pris, il n'y a pas d'effondrement des structures sociales. Donc, ça... Voilà, on voit cette capacité de résilience à ce niveau-là au sein des populations. Après, moi, je voudrais surtout insister sur cette routinisation de peste. Et effectivement, c'est quelque chose que l'on voit. On ne va pas dire que la peste est peut être considérée comme un naufrage de navire ou autre, mais c'est une variable qui rentre dans les considérations marchandes. Donc la peste est là et on fait avec. Donc elle apparaît, on essaie de la pister par les réseaux marchands. Donc cet actif, un réseau de correspondants qui fonctionne, sert aussi d'avertisseur. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces lettres marchandes qui sont envoyées ont souvent quelques lignes. La peste est ici chez nous, elle fait des morts, elle va peut-être arriver chez vous bientôt, ou de simples rumeurs qui sont après contestées dans la lettre suivante. Donc on la piste, mais elle est intégrée. C'est un facteur qui est intégré dans la gestion des affaires. C'est-à-dire qu'ils font avec. Autant la première vague la vague de 1348 a été fatale, mais ensuite les entreprises intègrent. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu vois toi aussi au XVe siècle, mais c'est intégré dans la gestion des affaires. On sait qu'elle est là, on sait le danger qu'elle représente, et on a organisé nos affaires en fonction, quoi. Comme le naufrage d'un navire peut ficher en l'air une cargaison, comme on peut être raflé par des pirates et vendu comme esclaves, voilà, la peste est partie intégrante de la gestion des affaires. Enfin, du moins, c'est ce que je vois, moi, en lisant la correspondance d'Attini. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Mathieu. Je suis d'accord. Alors, je vais revenir, comme tu disais, sur la première, là, sur le type d'effet limité, justement. Je pense qu'ils sont habitués à avoir des catastrophes récurrentes. Et la peste serait quand même une catastrophe un peu plus importante, puisque... Alors, j'ai triché un peu, ils disent peste et autres. Dans les contrats, c'est autre. Alors, on ne sait pas ce que c'est, peut-être une nouvelle maladie, ils s'attendaient à autre chose. Mais en tout cas, oui, ça fait partie de leur vie. La question, justement, de cette résilience, de cette forme de résistance, c'est vraiment, je pense, un des points qu'il faudrait développer de plus en plus dans nos études, comment, finalement, ces sociétés qui sont pour la moitié des habitants, on va dire, dans une ville, voire plus, qui ne gagnent leur vie que par le travail, donc qui sont toujours en face de situations difficiles ou sur le fil. Et toutes ces sociétés ont mis en place des éléments, des filets de sécurité, que ce soit les institutions publiques, que ce soit les familles, comme le montre Klapisch ou d'autres, sur le fait qu'elles sont le lieu de refuge en cas de mort ou autre. Les entreprises aussi qui embauchent les personnes. Donc on a toute une série de filets de sécurité qui forment finalement une sécurité sociale et qui est mise en place. Alors il faudrait voir, est-ce qu'au 12e, 13e, on avait ce genre de choses, mais ça serait compliqué avec les sources. Mais en tout cas, au 15e, on voit exactement ces sociétés faire face à tout type de catastrophe, à tout type de mort qui est conjoncturelle finalement, et qui ont mis en place dans leur structure ces éléments qui permettent la résilience. Alors, merci beaucoup. Ça me permet de lancer la discussion de façon plus générale en revenant sur la notion, et je suis tout à fait d'accord
avec ce que tu as dit tout à l'heure, Magali, c'est-à-dire qu'en lançant la discussion autour de la question de résilience, effectivement, j'aurais dû préciser le fait que la connotation positive de la résilience dans le développement personnel, le psychisme individuel des sociétés capitalistes du début du XXIe siècle parasite en partie l'usage du terme, mais peut-être que même j'aurais dû en choisir un autre. La question de la fascination ici, de mon point de vue, ne portait pas sur la résilience qu'on constate, mais plutôt sur la question historiographique qu'elle pose à l'arrière-plan en termes d'explication du point de vue des sociétés. C'est-à-dire que, parallèlement à cette question de la résilience qui s'est développée dans des champs donnés en venant de la physique puis de la psychologie et qui a envahi une large partie des sciences humaines et sociales, dans le champ des études environnementales en particulier, et pas seulement, mais plus, de très longue durée, s'est posée la question de l'effondrement ou la question du collapsus. Donc, en quelque sorte, c'est ici en binôme l'un avec l'autre qu'il m'intéresse de les faire fonctionner, en posant le problème de savoir pourquoi à certains moments, il y a eu le livre de Jared Diamond en particulier qui a eu un succès planétaire sur cette question de l'effondrement, avec des thématiques qui sont assez discutables et des méthodologies assez discutées du point de vue des sciences sociales. Mais qu'est-ce qu'il se fait, disons, que dans certaines sociétés, on assiste à des facteurs qui conduisent à des types d'effondrement, et dans un certain nombre d'autres cas, on ne constate pas la même chose. Ce qui ramène en partie à ce que tu as dit sur le problème de la hiérarchie des causalités. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, dans les théoriciens du collapsus, c'est la question, disons, environnementalo-climatique qui vient en premier comme facteur d'effondrement réel. Or, la question démographique ou épidémique n'est pas considérée comme, disons, au même niveau de causalité de ce point de vue. Et donc, la peste, à cet égard, me paraît un assez bon révélateur de cette mise en place de nouveaux systèmes macro-explicatifs, disons. Même si, dans un certain nombre de cas, par exemple, pour les mondes qui correspondent aujourd'hui à l'Amérique centrale et du Sud au moment de la conquête espagnole, le facteur épidémique est tout de même considéré comme un des éléments cruciaux de l'effondrement interne des sociétés andines ou indiennes de façon plus large. Donc c'est en ce sens, je pense, où la question de la peste peut être réinsérée dans des débats très larges sur la vie pluriséculaire des sociétés. Mais je m'arrête là et Patrick s'empare du micro et il a sans doute un usage à en faire pour lui-même ou pour d'autres. Oui, juste peut-être une question à Magali avant de... J'ai trouvé ça évidemment tout à fait passionnant aussi, de cet effet de balancier historiographique entre les villages désertés qui étaient un des grands thèmes de l'archéologie, enfin même c'était fondateur, comme tu l'as dit, enfin voilà, de la discipline, en tout cas pour le Moyen-Âge. Et aujourd'hui, où là, d'une certaine manière, on est à front renversé par rapport à ce dont on parlait ce matin. C'est-à-dire que là, les textes de la pratique, notamment pour le XVe siècle, sont plutôt plus loquaces sur les effets possiblement désastreux de la désertion que les archives du sol. Parce que quand même, malgré tout, sur la question de l'ensauvagement, en particulier dans les espaces montagnards, ce que montrent Carrier ou Fabrice Mouton, c'est que malgré tout, il y a des textes, en tout cas, alors même si on ne peut pas les retrouver dans l'archéologie, ce sont des textes qui peut-être qu'ils exagèrent, peut-être que c'est un lamento d'éclair, mais la question c'est de savoir comment on traite de cette nouvelle discordance entre les textes et l'archéologie, où là pour le coup ce sont les textes qui sont plus bavards. Oui, et puis surtout les textes sont mieux datés. Parce que le problème, c'est que parfois, on observe des choses archéologiquement, mais qu'on arrive à localiser dans le temps sur une fourchette d'un demi-siècle. Alors, dans ce cas-là, c'est compliqué de ramener ça à quelque chose qui pourrait être concordant dans un texte, mais qui, lui, sera précisément daté à l'année près, alors que nous, on dira c'est autour du XIVe siècle.
C'est un vrai problème de résolution de la donnée qui limite la corrélation possible. Et puis ensuite, il y a des débats aussi sur comment on interprète le même phénomène. Je pense par exemple à ce que je disais sur la reforestation rapide de terres abandonnées. Eh bien, tel autre archéologue dira oui, mais ça peut ne pas être du tout la démonstration d'une mortalité, même si on arriverait à bien la caler dans le temps et que ça concorderait avec la peste noire, mais tout simplement, eh bien, les terres, on est sur des agricultures qui ne pratiquent pas l'engrais, eh bien, à un moment donné, on abandonne cette pièce de terre pour aller juste à côté, pour avoir une terre un peu plus fertile, et donc il y a une sorte de mobilité aussi, il y a des raisons purement agricoles. Et donc là, on voit bien la limite et toute la difficulté de l'interprétation de la donnée, même palynologique. Parce que quand même, inversement, ça dépend des régions. On a par exemple une mortalité 50% sans effet sur l'habitat. Oui. On ne voit pas trop comment c'est possible. Tout à fait, c'est là un peu les limites d'ailleurs de ces positions très critiques sur le travail des villages désertés, etc., c'est de dire, mais quand même, c'est pas rien, ça a forcément un effet, et on ne peut pas non plus, comment dire, jeter le bébé avec l'eau du bain et dire que tout ce qui a été fait avant les années 90, et l'archéologie environnementale, qu'il n'y a rien à en retenir. Je pense qu'il faut arriver à une position effectivement plus mesurée qui articule les deux.